Alors, changement de point de vue. Là, on quitte un peu le point de vue des financeurs, des tutelles, pour aller voir d'un côté comment des acteurs, eux, ont pris en charge cette question. Une fédération d'acteurs a pris en charge cette question de données qui rendent compte de leur activité. Donc voilà. Alors, j'ai le plaisir de recevoir Hyacinthe Châtaignier, qui est responsable de l'observation et des études à la FEDUROC, qui est la Fédération de lieux de musique amplifiée. Donc, il va pouvoir nous raconter tout le dispositif qu'ils ont mis en place déjà depuis plusieurs années. Voilà. Bon, bonjour à toutes et tous. Bon, merci d'abord de m'avoir invité. En ancien musicien et guitariste de groupe au son lourd, j'aime pas jouer en tête d'affiche, je préfère jouer en avant-dernier. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, je jouerai en tête d'affiche pour essayer de synthétiser tout ce que j'ai pu entendre aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal d'éléments en fait qui ont été évoqués aujourd'hui, auxquels j'ai été confronté dans ce travail qu'on a mis en œuvre à la FEDUROC il y a maintenant plusieurs années. Donc voilà, je vais vous présenter rapidement la FEDUROC. Je vais passer. Donc voilà, c'est une fédération qui regroupe 80 lieux de musique amplifiée actuels sur le territoire français, formés en 94. Des lieux de musique amplifiée actuels, je pense qu'il y en a sur vos territoires, puisqu'il y a des gens qui viennent un peu de partout en France. Je vois le fil là-bas, j'ai vu l'autre canal tout à l'heure, à Nancy, etc. Donc la FEDUROC est une fédération en fait qui regroupe des lieux. Il y a eu en fait au regard de l'objet pour lequel je suis ici aujourd'hui un moment très important qui a été en 98 en fait la création d'une équipe permanente et la définition d'un vrai projet fédéral pour cette fédération, c'est-à-dire qui disait projet disait également des lignes et des champs sur lesquels s'investir et des objectifs qu'on se donnait. Donc moi donc je suis sociologue de formation et j'étais embauché en 99 en tant que deuxième permanent de cette fédération pour mettre en place initialement en fait on va dire un état des lieux. Puisque c'était la volonté initiale était de prendre connaissance un petit peu de ce qu'étaient en fait les adhérents de notre fédération qu'on ne connaissait pas très bien. Donc le projet fédéral initial était bien, comme vous pouvez le voir, il est toujours le même en 2010, sauf que maintenant on a une entrée européenne qui s'est ajoutée. Donc la première entrée c'était un travail d'observation, de veille et de production d'analyse, bon ça parle un petit peu de soi. Hein. La deuxième entrée c'était un travail d'accompagnement et de soutien de ses adhérents, donc des membres de la fédération, voilà, de les accompagner sur demande ou en cas de problématique, de crise, etc. La troisième entrée était une participation active à la structuration du secteur des musiques amplifiées actuelles, qui est un secteur qui a commencé à se structurer réellement de manière un peu plus forte dans fin 80, début 90. Donc c'est un jeune secteur en fait. Donc voilà, d'où un intérêt de participation à sa structuration. Et donc dans le cadre de cette première entrée qui était le travail d'observation, de veille et de production d'analyse, j'ai eu pour mission à plein temps de mettre en place un premier état des lieux et donc la constitution, la responsabilité d'avoir à mettre en place une certaine méthodologie pour répondre à Jean-François avec un cahier des charges, essayer de voir voilà, qu'est-ce qu'on voulait faire exactement, parce qu'un état des lieux, ça peut être très vaste, c'est une photographie, etc. Donc on a été amené avec le conseil d'administration, puisque dans notre fédération, les permanents participent à tous les conseils d'administration et donc participent de manière active. C'est pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'implication, à un moment donné, des équipes permanentes dans les projets, puisque c'est moi qui porte quand même ce chantier à la FEDUROC. On a eu l'occasion de discuter pas mal avec les administrateurs, qui sont donc au nombre de 11 et qui sont des directeurs d'équipement, hein, de façon à voir comment on pouvait mettre ça en place, comment on pouvait le faire avec les moyens qu'on avait. Parce qu'aujourd'hui, on a parlé beaucoup d'observation, d'évaluation. On a un petit peu abordé la question des moyens, mais on n'a pas vraiment creusé. Ça, j'y reviendrai juste après. Donc voilà. Donc en gros, là vous avez une cartographie un petit peu pour 2009 des principaux lieux qui ont participé à notre travail. Je rebondirai sur la méthodo et tout ça. C'est juste pour que vous ayez un petit peu une représentation spatiale du nombre de participants au dispositif qu'on a mis en œuvre en 99, qui est toujours d'actualité et qui est toujours en cours aujourd'hui. Donc,
La problématique qu'on a rencontrée, nous ne sommes pas des financeurs, ça c'est clair. Donc, ce que j'ai, moi, en tant que sociologue, pu constater dans un champ professionnel n'est pas celui qui est valable dans celui de la sociologie ou de l'enquête en sciences sociales. C'est-à-dire que j'ai vu arriver, même moi, au bureau de la FIDROC, quand j'ai commencé à travailler, puisqu'il a fallu que je regarde un petit peu les champs de questionnement, les objets qu'on allait étudier, je me suis un petit peu, comme ça a été fait au Québec, j'ai commencé un petit peu à compiler des questionnaires, de voir ce qui était demandé par les partenaires, les tutelles, les attentes notamment des lieux sur cette problématique-là. Et bon, on sait quand même que les méthodes qui sont mises en place généralement qu'on appelle dans l'observation, c'est-à-dire que les méthodologies qui sont appliquées, on peut constater quand même qu'elles sont souvent empreintes au milieu de l'audit et du contrôle. Très souvent, elles sont vécues comme telles, souvent par les acteurs. Puisqu'on est sur le secteur économique, on a développé énormément ces choses-là. Hein, donc on est quand même sur un prisme qui est très particulier, qui est celui effectivement de la performance, de tout ça. Ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est des choses qu'on a évoquées aujourd'hui. Après, comme le disait très bien Jean-François, là-dedans est oublié complètement l'humain, les équipes, les gens qui travaillent dans les lieux, comment ils travaillent, quels sont leurs parcours, à quoi ils aspirent, comment ils veulent évoluer d'un point de vue professionnel. Donc voilà, donc ça c'est des choses qui nous en tant que fédération nous semblaient importants. Donc en fait, ce qu'on a commencé à faire, c'est commencer à constituer, pour cet état des lieux, une grosse grille de questionnement, puisque vraiment, on a été très gourmand d'entrée de jeu, quoi. Donc, on a observé 5 champs sur lesquels on voulait vraiment aller. Une part comptabilité, etc., puisqu'on n'avait aucun élément de connaissance, hein, je vous le rappelle, hein, vraiment, puisque, juste pour replacer ça dans un contexte, on est en 1999, l'État n'a produit aucune donnée. Il n'a aucune information de comment ces lieux fonctionnent, en sachant qu'en 98, enfin, une circulaire est sortie pour... alors, c'est pas vraiment un label, c'est pareil, c'est de façon à faire en sorte de définir un petit peu le cahier des charges de ce qu'est une scène de musique actuelle. Sauf que derrière, donc là-dedans, on parle d'évaluation, etc., mais on ne sait pas en gros ce que font ces lieux. Donc notre mission à nous en tant que fédération, c'est au moins de savoir au nom de nos membres et de nos adhérents, c'est de pouvoir leur renvoyer, de faire une photographie et de pouvoir leur renvoyer un petit peu qui ils sont. Donc voilà, donc j'ai travaillé principalement sur des questionnaires. Ça nous a ramené sur les 5 champs, donc un champ sur la comptabilité, un champ sur le projet de la structure, c'est-à-dire toutes ces activités, un champ sur ce qu'on a appelé le lieu, un peu l'infrastructure, le bâti et l'équipement technique, et un autre champ sur l'emploi et les permanents. Juste pour information, ça m'a demandé 9 mois de travail à plein temps pour constituer une grille de questionnement qui effectivement peut vous sembler énorme, puisque si on considère que chaque question est un indicateur, comportait 1200 questions réparties en 57 questionnaires. Parti de ce principe-là, il a fallu réfléchir à comment on associait l'ensemble de nos permanents adhérents à ce travail. C'est-à-dire qu'on savait bien que si on arrivait avec ce questionnaire-là et qu'on leur envoyait par la poste pour qu'ils nous le remplissent, on allait avoir un taux de retour de 5% à peu près. Donc, le principe qu'on a adopté, puisque notre objectif à nous, en tant qu'indicateur de performance, c'était d'atteindre au moins, c'est complètement absolu et farfelu, mais d'avoir 100% de retour. Hein. Voilà, donc c'était l'objectif qu'on se fixait comme ça. Donc on a commencé à discuter notamment avec Philippe Berthelot, qui est directeur de la FEDUROC, on a pas mal bossé là-dessus tous les deux, de façon à voir comment, dans une organisation, on pouvait impliquer les membres de cette organisation à participer à l'alimentation de données collectives qui puissent être utilisées par tous. Et ça demandait donc à interroger l'intérêt qu'avait respectivement chacun à participer à ce projet. Alors quand je dis chacun, c'est aussi bien nous en tant que tête de pont d'organisation, ce qu'on allait faire de ces données, aussi bien les membres
Mais très rapidement, on s'est dit aussi que les partenaires avec lesquels on travaillait au niveau national, que ce soit le ministère de la Culture, les collectivités locales, donc la FNCC, mais aussi l'ARF et d'autres organisations institutionnelles ou d'autres partenaires, pouvaient également être intéressés par les données qu'on allait capter, puisqu'ils n'en avaient pas. Et que dans les négociations, les discussions que nous avions avec les partenaires, c'est quelque chose qui nous était renvoyé très souvent. C'était en gros, oui, vous êtes bien gentils dans les musiques actuelles, vous voulez des augmentations pour pouvoir développer vos projets, mais qui êtes-vous, que faites-vous en gros? Donc quand on part de ce postulat-là, on se dit à un moment donné, bon, on va essayer de savoir déjà qui on est, ce qu'on veut faire, de façon à pouvoir ramener à un moment donné et faire un cliché, un état des lieux. Donc ça nous a demandé en gros un gros travail qui a duré. Donc cette première phase en fait d'état des lieux s'est étalée sur 2 ans. Donc juste pour faire rapide, on a mis en place cette grille de questionnement. À chaque temps et moment de travail qu'on a eu, on a créé des espaces et des moments de façon à faire valider par nos adhérents chaque phase d'évolution de la méthode. C'est-à-dire que les adhérents ont reçu la grille de questionnement qu'ils ont pu analyser, améliorer, renvoyer des questionnements pendant 1 mois ou 2 mois. On leur a laissé le temps de le faire. On a parallèlement à ça commencé à constituer, de façon à pouvoir discuter avec les partenaires, un comité de pilotage de ce travail-là. Qu'on a animé nous-mêmes. On a donc, dans le cadre de ce comité de pilotage, ce projet s'appelle Tour de France de la Fête du Rock, initialement en 99. Et on a rassemblé autour de la table à Paris, dans les locaux du ministère, le ministère de la Culture, la FNCC, l'ARF, des réseaux partenaires, des organisations partenaires avec lesquelles on travaillait, le CNV, qui est le Centre national des variétés, de façon à avoir également un espace d'échange avec nos différents partenaires pour voir comment on pouvait avancer sur le sujet, en sachant qu'on avait posé comme préalable que ce projet qu'on allait mettre en place là était pérenne. C'est-à-dire qu'on voulait actualiser les informations tous les ans. Et c'est de façon à, après plusieurs années, avoir des données évolutives, alors des indicateurs qu'ils soient quantitatifs ou autres, mais on était quand même dans la première entrée et cette première photographie, on a été quand même dans une entrée qui était très quantitative, de façon à avoir au moins un premier jet, une première lecture très macro. Donc c'était vraiment l'objectif principal. On était parti du postulat également en 99 de se dire qu'en aucun cas on ne partirait sur du papier. Je rappelle juste qu'en 99 c'était le lancement de la DSL en France. En 99 on travaillait tous avec des modems 56K qui font etc. et que les débits n'étaient pas ceux qu'on a aujourd'hui. Moi je suis arrivé à la Fête du Rock, on communiquait avec nos adhérents par fax. Donc on était quand même dans cette époque-là, hein. On l'oublie mais c'était juste il y a 10 ans. Et donc on s'est entouré notamment des compétences et des services d'une association qui est en périphérie de Bordeaux, qui s'appelle Médiacité, avec laquelle on travaillait, de façon à ce qu'ils puissent développer pour nous un outil en ligne, une base de données en ligne à laquelle on pourrait accéder, et qui serait en fait un outil qui centraliserait toutes les datas qu'on pourrait rentrer. Donc en gros ce qu'on voulait c'était un questionnaire en ligne, comme vous en connaissez tous aujourd'hui. Je peux vous dire qu'à l'époque il n'y en avait pas beaucoup sur le net, et l'objectif c'était surtout de pouvoir accéder à cette base de données de n'importe quel point du territoire, puisqu'on est une fédération nationale. Alors je vous dis ça parce que dans le cadre de notre méthodologie, au-delà de recueillir de la donnée comme ça via cette grille de questionnement, on avait parallèlement à ça développé avec Philippe le directeur, il nous semblait important pour nous dans le cadre de ce travail d'aller visiter in situ chacun de nos adhérents, d'en profiter pour visiter les équipements pendant 2 ou 3 jours, donc de se rendre sur site pendant 2 ou 3 jours, de visiter les équipements, rencontrer les équipes permanentes, rencontrer les partenaires s'il y avait lieu. Donc on envoyait en gros une espèce de rider aux structures en amont de la visite, où ils avaient un peu à la carte, ils pouvaient organiser leur visite. S'il y avait un problème avec les partenaires, la ville, la région, n'importe quoi, on pouvait profiter de ce moment pour provoquer un peu une réunion, pour pouvoir échanger avec, à un moment donné, la fédération nationale qui était présente, le lieu et les partenaires qui étaient sur place. Philippe en a profité également, j'avais bâti une grille de questionnement, donc on a passé 400 entretiens individuels avec les permanents et salariés, de façon à avoir des lectures de leur parcours
professionnels, associatifs, artistiques, leur niveau de rémunération, comment ils étaient rentrés dans la structure, leur niveau de formation, ce qu'ils attendaient, sur quel secteur d'activité ils travaillaient. Donc tout ça pour dire, ça nous a demandé 1 an de travail. Philippe est parti 6 mois sur la route, à plein temps. Ça a un coût. Et si on ne voit pas beaucoup effectivement de travail d'observation du point de vue qualitatif, et je rebondis sur l'exemple des études sur les publics, c'est un peu l'Arlésienne, on nous dit souvent oui, mais alors, et les publics? Voilà, c'est vraiment du gros boulot, parce que le quantitatif, on rationalise, c'est-à-dire que très rapidement, on peut récupérer de l'info. Par contre, mettre en place des enquêtes de type qualitative, c'est très lourd. L'observation participante, la monographie, l'analyse documentaire, les entretiens, ça demande un travail très très lourd, et donc des coûts, des moyens humains et financiers à mettre en face, qui souvent font fuir la plupart des partenaires. Puisque moi, quand au ministère, je vais discuter, qu'ils nous disent « Bon, c'est très bien la Fête du Rock, maintenant, ça fait 10 ans que vous faites ça. En gros, nous, maintenant, on veut des infos sur les publics qui passent dans vos lieux. » On dit bah, « Très bien, alors qu'est-ce qu'on fait ?» On met en place donc, des questionnaires auprès du public sur une saison de 9 mois, avec des lieux qui font 4 concerts par semaine. Il faut 10 personnes pour sonder le public pour avoir à peu près 60 à 65% du public sur une salle de 500 places tous les soirs. On fait le calcul, on vous renvoie le budget. Là, quand on voit le budget, ça calme tout le monde. Donc, tout ça pour dire que le quantitatif, si on est aussi pris dans du quantitatif aujourd'hui pour répondre aux questionnements et aux interrogations qu'il y avait aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est vachement plus simple. On a en plus les outils informatiques qui nous permettent aujourd'hui d'aller beaucoup plus rapidement, de mettre du questionnaire en ligne, de faire du traitement stat automatique, voilà. Bon, tout ça demande une administration, etc. Mais ça ne demande pas la puissance, à un moment donné, de feu qu'il y a pour... Bon, je sais qu'actuellement, sur les Yvelines, il y a une expérience qui a été faite en 95, notamment sur les publics qui fréquentent les lieux de musique amplifiée actuels. Cette expérience, aujourd'hui, toutes les données qui sont utilisées au niveau national sur les publics date de 95. Cette expérience n'a pas été réitérée depuis, faute de moyens. Elle est en train d'être... là, ils sont en train de relancer ça via le réseau, via le CRI, qui est un réseau sur les Yvelines, à Saint-Germain-en-Laye, avec Marc Touché, un sociologue, etc. Ils reprennent exactement la même méthode, les mêmes procédures de passation de questionnaires, et voilà, de façon à pouvoir avoir une approche comparative. Donc tout ça pour dire que on s'est posé beaucoup de questions durant cette phase, donc ça nous regardait. Et après, on a eu un gros travail de sensibilisation à faire en direction de nos adhérents. Alors, bon, je vais passer plein de choses qui ont été abordées aujourd'hui. Hein. Alors, pour les sensibiliser, à leur faire prendre conscience de l'utilité pour eux de passer 1h30 au début au téléphone avec moi, puisque c'est moi qui remplissais la base de données, lors d'un entretien téléphonique avec le directeur, avec une grille qui était envoyée avant pour les données quantitatives, de façon à ce qu'il prépare les données, puisque la plupart des lieux, en fait, ne produisaient que très peu de données à l'année, quoi. À l'époque, hein, je dis. Donc on a fait un gros travail de sensibilisation. On a 2 temps d'assemblée générale annuelle. À l'époque, on en avait 3. À chaque fois, on a profité de ces temps de rassemblement pour échanger avec eux, leur expliquer la méthode, leur faire valider la méthode, c'est-à-dire les faire voter, leur dire, voilà, de façon... Donc tous ces temps-là, en fait, souvent ne sont pas valorisés, ils ne sont pas pris en compte dans la mise en place de dispositifs et de processus. Ça renvoie sur ce que disait encore une fois Jean-François, sur le temps qu'il a passé à un moment donné à convaincre des directeurs d'équipements culturels, qui, je le rappelle quand même, sont financés avec de l'argent public, de la nécessité de pouvoir avoir à un moment donné des informations. Ça renvoie sur la question aussi de la confidentialité des données. Mais bon, la confidentialité des données concernant des équipements publics, quand on est sur des personnes physiques, je veux bien, mais on a quand même un petit souci en France concernant la transparence. On n'est pas dans la culture de la transparence, notamment concernant l'utilisation de l'argent public. Aujourd'hui, il est inadmissible que des chercheurs, des universitaires ne puissent pas accéder aux données de l'INSEE sans les payer.
Enfin, il y a plein de choses comme ça qui, moi, me posent un certain nombre de problèmes auxquels on a pu être confrontés, des choses que nous auront envoyées nos adhérents dans les discussions. Je vous dis ça parce que c'est aujourd'hui je suis plus dans un témoignage, en gros, de 10 années d'un espèce de cheminement qu'on a fait, d'essayer de vous expliquer un peu les contraintes en termes d'organisation humaine qu'on a eu à gérer, puisque ça n'a pas été à un moment donné le conseil d'administration qui m'a dit, bon Hyacinthe, là il nous faut telles infos, tu te démerdes pour les obtenir. Et il nous les faut. Ça a été une vraie réflexion, puisque ce qui nous semblait important, c'était vraiment d'associer nos adhérents qui prennent vraiment compte que c'était leur projet, puisque moi, ce que je leur renvoie souvent, c'est quand voilà, je leur dis, la Fête du Rock, c'est vous, c'est pas moi. Moi, je suis permanent de la Fête du Rock. Je travaille pas dans un lieu de la Fête du Rock. Donc, tout ce travail de sensibilisation a été très, très long. Souvent, il n'est pas pris du tout en compte dans la mise en place des dispositifs. Ça renvoie sur les problématiques, je pense, de l'OLF, etc., où les gens, c'est clair, moi, j'ai l'habitude de travailler sur ce sujet, etc. Aujourd'hui, on n'a que très peu d'informations, très peu d'outils pour pouvoir produire nos propres indicateurs et pouvoir les proposer au ministère, puisque moi, dans la négociation, dans les travaux que je fais aujourd'hui avec le ministère de la Culture, concernant les scènes de musique actuelles, c'est pas le ministère qui produit des indicateurs, puisqu'aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir à quels indicateurs ils pourraient produire. Donc voilà, donc c'est aussi, bah oui, ils viennent nous voir pour nous dire, produisez les indicateurs. Donc voilà, c'est qu'aujourd'hui, on manque aussi d'outils. Après, pour rebondir aussi sur ce qui a été dit aujourd'hui, je ne suis pas vraiment mon PowerPoint, là je suis un peu dans une dynamique, ça enfile un peu, je suis désolé, hein, mais voilà, je rebondis un peu sur tout ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a une problématique d'intérêt aussi respectif de chacun. C'est-à-dire que si aujourd'hui on enferme, entre guillemets, 5 élus dans une salle, 5 membres du ministère dans une autre salle, 5 directeurs de structure dans une salle et 5 chargés de l'observation d'organisation dans une salle, et qu'on leur demande de produire des indicateurs sur un même sujet, un même champ d'observation, je pense que ça peut être intéressant de comparer les attentes et les intérêts de chacun. C'est-à-dire qui, à un moment donné, a envie de traiter quoi et quel va être l'intérêt à un moment donné de pouvoir se dire, bah effectivement, un directeur d'équipement, lui, il va être centré sur son projet, parce que son projet, il l'écrit, il a envie de se battre pour. Bon, après, un financeur, il va être sur autre chose, et un chargé de l'observation, il va être sur autre chose. Ce qui est important derrière tout ça, c'est effectivement les espaces où les gens peuvent se retrouver pour pouvoir échanger là-dessus et essayer de trouver un consensus. Moi, je fais ça depuis 5 ans. C'est épuisant. C'est épuisant. C'est épuisant pourquoi ? Parce qu'on ne nous a pas appris à l'école à travailler ensemble. Pas tous aujourd'hui, autant que vous êtes en tant que professionnels, dans les pratiques de coopération et de collaboration, vous voyez les contraintes que vous rencontrez quand même. La résistance au changement, les gens ont du mal à un moment donné à lâcher un peu pour gagner collectivement, quoi. C'est ce que nous on rencontre, c'est ce que je rencontre constamment, mais constamment. C'est-à-dire que nous on a une entrée sur laquelle nos adhérents ont un exemple très clair, très simple, sur lequel on a dit à nos adhérents, voilà, notre objectif à travers ce qu'on est en train de mettre en place, c'est que demain, ça on l'avait posé dès 99-2000, c'est que demain, ce qui serait intéressant, puisque je vous fais quand même, là c'est aussi une lecture un peu de l'approche administrée de l'État concernant les financements et les subventions, c'est que concernant le champ des musiques actuelles, on a aujourd'hui 22 régions métropolitaines, avec donc 22 DRAC, et ce qui me semble super intéressant quand même, c'est qu'on a 22 DRAC qui ont 22 dossiers de demande de subvention différents. Ça donne quoi ? Ça donne qu'à un moment donné, on est en Bretagne, on remplit une demande de subvention, on remplit 2 pages, hein, parce que la DRAC Bretagne est moins demandeuse que l'autre. Et qu'en Pays de la Loire, c'est-à-dire à 50 ou à 100 bornes, eh ben c'est un dossier de 40 pages à remplir. Mais pour l'État, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plutôt que d'avoir mis en place un dossier de demande de subvention unique sur
C'était pas un label d'État, parce qu'il y a une circulaire qui a été renégociée et qui vient de sortir là. Maintenant, c'est un vrai label. Mais ça, c'est quelque chose que nous, on a été obligé de proposer au ministère. C'est pas le ministère qui s'est dit à un moment, est-ce que ce serait bien que l'ensemble de nos DRAC utilisent le même questionnaire, puisqu'on capte plein d'infos dans un questionnaire de demande de subvention. On a les budgets, puisqu'on demande les budgets, on a le nombre de permanents, etc. Et ça n'a pas été fait. Résultat des courses, bah évidemment, le ministère de la Culture n'avait pas les données, n'avait pas de données nationales. Elle pouvait avoir des données via les DRAC en région, sauf que la communication entre la France des régions et la centrale à Paris n'est pas non plus super optimale, ce qui fait quand même qu'on a de la rétention de transfert d'informations. Il y a plein de choses qui se jouent. Hein. C'est le principe, on vit tous dans des structures qui sont hiérarchisées, administrées, on sait ce que c'est. Voilà, tout ça pour appuyer aussi sur quelque chose d'important, c'est qu'aujourd'hui, tout ce dont on parle, c'est d'information. Et aujourd'hui, détenir l'information, c'est avoir du pouvoir. Il ne faut pas le perdre de vue. Et si aujourd'hui, on a des agences régionales qui se montent et qui sont montées par les conseils régionaux, qui vont capter de l'information, elles ont cette information qu'elles captent, elles veulent bien la garder pour elles, parce qu'au moins elles en font ce qu'elles veulent, on ne met pas trop le nez dedans, on n'associe pas les opérateurs de terrain ni les partenaires complètement à l'analyse, alors que c'est quand même fait avec de l'argent public, ça devrait quand même pouvoir profiter à tout le monde. On pourrait associer à un moment donné des réseaux d'acteurs, avec toute la complexité du travail coopératif, et ça prend plus de temps, ok, mais au moins tout le monde est mis autour de la table, et on essaie au moins collectivement de trouver un objectif commun, et pourquoi pas dégager pour chacun à côté des objectifs qui sont individualisés. Puisque, quitte à un moment donné à payer des structures qui sont financées avec de l'argent public, qui ont des compétences, des outils, des moyens financiers pour faire de l'observation, autant que ça serve à tout le monde. Pourquoi à un moment donné ça ne servirait qu'à une partie de la population? Bon, je suis désolé, j'ai élargi un peu le truc, mais c'est ce que je constate moi en tant que chargé de l'observation, enfin responsable de l'observation, bossant sur ce secteur-là depuis 10 ans en France, et je ne constate que ça. C'est-à-dire qu'il y a... On est quand même confronté à plein de petits blocages comme ça qui, effectivement, empêchent d'avancer. Et le vrai problème, c'est que ça nous empêche d'avancer dans un objectif qui est très simple, qui est celui de connaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous besoin, je pense que ça intéresserait chacun respectivement ici, d'avoir aujourd'hui un état des lieux de comment fonctionnent les autres musées, d'avoir quelques infos, quels sont leurs budgets. Bon, après, il y a des indicateurs à produire. Les budgets, effectivement, on en parlait tout à l'heure. Oui, il y a des régies directes, ça dépend des modes de gouvernance. Il y a plein de choses. Donc, effectivement, il y a des choses à valoriser aussi. Il y a plein de choses à prendre en considération. Mais on manque quand même singulièrement d'informations. Donc, tout ça pour revenir aux musiques actuelles, en précisant que ce qu'on a mis en place, nous, on l'a fait parce qu'il n'y avait rien. C'était le néant. Et que si nous, on ne le faisait pas pour nous, de toute façon, ce n'est pas l'État qui allait le faire à notre place. Et qu'à la rigueur, on s'est dit très rapidement qu'on préférait le faire nous, parce qu'au moins, on savait comment on allait le faire, plutôt que ce soit mis en place comme une mécanique, et qu'on ait à répondre à un moment donné à du transfert de données qui nous échappe complètement. Donc voilà. Donc, sur ce principe-là, on a fonctionné sur 2 années en menant notre tour de France, là, où on a refait les entretiens individuels, etc. On a remodifié notre grille de questionnement en ligne. Donc ça, c'était la première phase. On était vraiment dans une méthode un peu classique d'enquête. Et puis, la 3e année, on a eu un souci. C'est-à-dire qu'on est allé voir Médiacité, qui développait cette base de données pour nous, mais à chaque fois, il fallait qu'ils redéveloppent les questionnaires en ligne et tout. Et ils nous ont dit, bon, bah là, vous êtes bien gentils, la Féduroc, mais nous, on ne va pas faire ça tous les ans. Donc apparemment, vous avez des modifications ou des compléments de questions à faire concernant vos adhérents. Ce que vous voulez, en gros, enfin, votre demande, elle n'est pas claire. C'est pas que vous voulez pas qu'on vous développe une base de données en ligne. Ce que vous voulez, c'est un outil que vous pouvez administrer qui vous permet de mettre des questionnaires en ligne. On a dit, ben oui, c'est ça qu'on veut. Donc ils nous ont produit on a coproduit avec eux un outil avec nos propres financements. C'est là où c'est intéressant aussi, parce qu'à cette époque-là, on s'est entouré de l'ensemble des réseaux existants sur le territoire national, des différents partenaires, ministères. Donc on a fait une grande réunion à Paris. Je ne sais plus, c'était à la maison de la Gironde, je ne sais plus où c'était. La maison de l'Aquitaine, je crois, c'est ça. Voilà. Où on a fait venir une vingtaine de réseaux territoriaux de musique actuelle, des partenaires, en leur expliquant notre projet.
Je vous rappelle toujours qu'on n'avait aucune data par les notes, hein, c'est-à-dire que tout le monde était intéressé. Donc on leur expliquait voilà cet outil qu'on voulait mettre en place qui permettait effectivement d'être complètement autonome dans la création de questionnaires, c'est-à-dire qu'on pouvait rapidement créer un questionnaire, l'envoyer aux structures, qu'elles puissent y répondre, et en termes de réactivité, on pouvait avoir des informations très rapidement, quoi. Donc là, on est aussi dans une problématique non plus d'observation, mais aussi de veille et d'action, quoi. Et donc quand voilà, c'est juste pour illustrer les problématiques de coopération, quoi. Et donc, tout le monde nous a écoutés, nous a dit que le projet était formidable, que c'était super. Et quand on a abordé la question des moyens, on a dit, bon, qui est prêt à mettre un petit peu d'argent dans le pot commun, quoi, pour nous aider à développer ça à plusieurs. Enfin, un petit peu comme quand voilà, vous avez fait des fois des concerts dans un café-concert, où l'entrée, elle n'est pas à 5 €, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est là, puis vous pouvez donner ce que vous voulez. Voilà, bon, les gens donnent ce qu'ils veulent. Bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui rentrent sans rien donner, et qui vont écouter quand même, mais c'est ce qui nous arrivait un petit peu. Donc là, tout le monde nous a dit que c'était super, et donc on est ressorti, j'ai retrouvé le compte-rendu d'ailleurs de cette réunion il n'y a pas longtemps, et donc on est ressorti en se regardant, et en étant un petit peu médusé, puisque tout le monde avait trouvé notre projet hyper bien, mais par contre, personne n'avait rien à mettre dans le chapeau pour nous aider à le faire, et les gens nous ont dit, allez-y, faites-le, on verra quand ce sera là. Voilà, donc j'ai trouvé cette approche de la coopération autour d'un projet qui était quand même un peu expérimental quand même, parce qu'en termes de recherche-développement, des outils comme ceux-ci, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, puisqu'on avait fait quand même rechercher dans le monde du libre, voir si ça existait. Aujourd'hui, il y en a qui existent. Hein. Je sors du cadre des choses payantes, hein. Des outils comme Lime Survey, etc., qui sont des outils qui peuvent permettre de créer des questionnaires en ligne. Voilà, nous, on a Copalis, c'est notre outil, on l'a développé, tout ça. Mais tout ça pour illustrer un petit peu le fonctionnement. C'est-à-dire, au-delà des discours, on a aussi des actes. C'est-à-dire que ça renvoie aussi à ce qu'on a abordé en début d'après-midi. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut parler de méthodologie, on peut sortir plein de mots. Même nous, on nous reproche très fréquemment à la Fée du Rock d'être très dans le jargon, mais effectivement, on est souvent confronté à ce genre de soucis. Donc tout ça pour vous expliquer que le fait de produire un outil en ligne qui allait être alimenté en toute autonomie par nos adhérents, nous a fait nous poser une question fondamentale. C'est-à-dire que tant que moi je les appelais pour recueillir les données, j'étais sûr de les avoir au téléphone mais j'y passais un temps monstre. Hein. Et donc je voulais... L'objectif initial, c'était de dégager ce temps-là pour que je puisse aller sur l'analyse. Puisque capter les données, c'est bien, mais après, il faut avoir le temps de les traiter. Donc voilà, les nettoyer, etc. Et puis derrière, pouvoir travailler aussi collectivement avec nos partenaires, avec les adhérents, pour voir quelles étaient les pistes d'analyse sur lesquelles ils voulaient bosser, etc. Donc c'était pour moi dégager du temps. Donc le fait de se dire, on crée un outil en ligne que les adhérents vont alimenter eux-mêmes, ça nous a fait nous poser une question fondamentale, c'est est-ce qu'ils vont y aller? C'était ça le truc. Parce qu'on pouvait se dire aussi que très bien, on produit un outil, on le met en ligne, et puis demain, on a 5 adhérents qui ont répondu au questionnaire. Donc ça nous a quand même amené à réfléchir énormément sur comment on allait pouvoir rectifier notre méthode, dans un objectif qui était clair, c'était celui d'avoir une participation maximum de nos membres, de façon à avoir des datas les plus fiables possibles, et surtout qui rendent compte le plus possible de la réalité. Parce qu'avoir 5 lieux qui répondent, c'est pas rendre de la réalité de 80 adhérents, quoi. Et donc, on a pas mal réfléchi et discuté, et à force de discuter et d'en parler, on a commencé à avoir certaines pistes qui se sont dégagées. Et donc, on a commencé à produire un peu les premiers éléments de ce qu'on a appelé l'observation participative et partagée, c'est-à-dire avec les différentes entrées qu'il y avait. Et quand Philippe m'a demandé, il m'a dit, bon, là, ce serait bien que tu puisses formaliser quand même tout ce qu'on s'est dit. J'étais parti pour écrire un document méthodologique un peu classique, etc. Et je me suis dit que l'entrée, c'était pas celle-ci, en fait, parce que les méthodos, les méthodes d'enquête, voilà, c'était un peu les mêmes. On avait des outils, des questionnaires, etc. C'est que là, ce qui était vraiment modifié fondamentalement, c'était qu'on était plus sur vraiment une méthodologie, une méthode. C'est qu'on était plus, en fait, sur une entrée qui était plus une philosophie d'action qu'une méthode elle-même.
Et donc, on a pas mal réfléchi, et ce qui nous a semblé important à transmettre à nos adhérents, à travers l'écriture d'un document qui est la méthode qui est en ligne sur notre site, puisqu'on met tout ce qu'on produit en ligne de manière gratuite, et ça nous semble important, c'était d'appuyer d'abord sur les enjeux de ce pourquoi on faisait ça, les enjeux qu'ils avaient à faire ce travail, et puis aussi toute la philosophie d'action qui allait autour. Donc on a défini plusieurs points. Donc dans les enjeux notamment qui nous semblaient hyper importants d'appuyer, c'était sur le principe même de cette méthode, en fait on a changé, même si c'est juste sémantique, mais pour les gens c'est important. Et l'exemple que prenait Jean-François tout à l'heure était important à ce niveau-là, c'est qu'on a arrêté de parler d'enquêter et d'enquêteurs. On est plus parti de ce qui a été mis en place dans le monde du libre avec des principes de contribution. Et aujourd'hui, quand on a commencé à travailler là-dessus, on a plus placé dans le système et le fonctionnement de notre outil ce qu'on pouvait appeler autrefois les enquêtés, comme des gens qui allaient contribuer en fait à un espace collectif et à un travail collectif, quoi. Moi, j'étais plus enquêteur, j'étais juste un animateur et quelqu'un qui allait accompagner à un moment donné un dispositif. Il fallait que je sois là pour répondre aux questionnements des adhérents, pouvoir à un moment donné répondre à leurs demandes ou attentes, incompréhensions, etc. Et en rentrant une autre donnée qui était celle des partenaires. Donc sur les différents enjeux qui nous ont semblé importants là-dedans, de façon à pouvoir, notamment sur une première entrée, rassurer aussi nos adhérents, c'est qu'il nous a semblé hyper important que, concernant là sur ce premier point, la maîtrise de l'information, c'est que le point qui est fondamental dans notre méthode, qu'on a mis en place, cette philosophie d'action, c'est que quoi qu'il arrive, c'est les gens qui produisent la donnée qui en sont propriétaires. C'est-à-dire que l'outil qu'on a mis en ligne, chaque adhérent, il a un code, il rentre dedans, il a ses questionnaires, il y a des rapports statistiques, mais ce sont ces données. S'il veut les partager, il les partage. Je parle nominativement, hein. Si il ne souhaite pas les partager, il ne les partage pas. Ça, il nous fait juste savoir. Après, on a ces données que nous, on peut à un moment donné traiter de manière complètement anonyme, puisqu'on s'est engagé auprès d'eux de le faire de manière anonyme, tout simplement parce que s'il y a un lieu qui veut aujourd'hui les données, j'en sais rien, si demain le Tamanoir à Gennevilliers va avoir des informations nominatives sur les données de l'OPP, de l'Astrolabe à Orléans, de l'Olympique à Nantes, bah, comme les lieux sont en capacité de pouvoir exporter leurs données et de les renvoyer sous Excel par mail, bah, voilà, ils peuvent le faire. Donc voilà, donc ils sont aussi autonomes, ils peuvent y accéder quand ils veulent. Mais le principe de se dire que les données appartenaient aux personnes qui les produisent nous semblait important, et ça permettait aussi de rééquilibrer certains intérêts et certaines relations, notamment dans cette problématique de subordination un petit peu de financeurs financés dans les méthodologies d'enquête, où effectivement on a quelque chose qui est très descendant et on subit plus souvent en fait l'observation qu'on y participe en fait. Enfin c'est souvent subi par les lieux, voilà, comme une contrainte, et on a quand même toujours le truc qui plane, surtout quand c'est une tutelle qui demande de l'information. En gros, voilà, avec la petite baguette derrière, si vous ne répondez pas à ce questionnaire, vous n'aurez pas vos subventions l'an prochain. Enfin, il y a toujours ce truc qui plane un peu. Bon, voilà, pour rebondir encore, ça reste très scolaire hein, comme comportement, mais on voit comme quoi on est marqué quand même par tout notre parcours, notamment scolaire. Et donc voilà, donc ça c'est différents points qui nous ont semblé importants. Sur la rationalisation de l'économie d'échelle, il y avait l'histoire de créer cet outil qui permettait de centraliser les données. Parallèlement à tout ça, ce qui est important, c'est qu'on a mis en place des listes de diffusion par secteur d'activité, mais ça dès 2001. Et aujourd'hui, on a une dizaine de listes de diffusion, où dessus, il y a une liste de diffusion pour l'ensemble des directeurs, pour les gens qui sont en charge de l'administration, qui posent 10 questions, qui y répondent. Nous, on est en lecture de l'ensemble de ces listes. Aujourd'hui, j'administre 26 listes de diffusion à la Fée du Roc, avec 650 permanents qui échangent dessus, avec à peu près 300 à 400 mails qui passent tous les jours. Bon, ça peut sembler comme ça important. Vous allez me dire, ça sert à quoi? C'est un outil de veille formidable. C'est-à-dire que dès qu'il y a
Moi, je regarde sur la liste des directeurs et à un moment donné, je vois une information qui arrive d'un lieu, d'un directeur qui dit « Tiens, je viens de recevoir là, un questionnaire, il y a tel DRAC qui me demande de remplir tel questionnaire. » Lui, il est en PACA. Puis d'un seul coup, le même jour, il y a un directeur qui répond, qui dit bah, « Moi, je suis en Bretagne, j'ai reçu le même. » Et là, on sait qu'il vient de se mettre en place au niveau de l'État, mais on n'est pas au courant, bien sûr. Voilà. Et ça veut dire que le jour même, on est au courant d'informations. Ça nous permet aussi, nous, en tant qu'organisation, d'avoir de l'information, de pouvoir derrière aussi interpeller l'État et dire bah, on aurait peut-être pu s'organiser. Voilà. Enfin, c'est des outils de veille formidables pour ça et qui aussi permettent de nous renvoyer des informations sur les problématiques que vivent les lieux au quotidien. Parce que quand on a des lieux, quand on a une dizaine de lieux qui, à un moment donné, échangent sur de l'action culturelle ou des projets d'action culturelle en disant, ben voilà, nous, on souhaiterait mettre tel projet d'action culturelle en place. Est-ce qu'il y a d'autres lieux qui ont déjà mis ça en place? Et on voit des documents qui commencent à s'échanger, etc. Et là, notre dispositif, on est aussi dans la veille, donc ça nous permet aussi d'avoir une lecture à ce niveau-là. Je regarde le temps quand même pour voir où j'en suis. Tout ça pour dire que, donc ça c'est les principaux principes et éthiques de l'OPP, hein, qui nous semble hyper important de tenir, que ce dispositif aujourd'hui il est pérenne. On a une centaine d'informations et de questionnements qu'on met à jour tous les ans. Ça nous permet derrière, effectivement, de produire. Donc ça, c'est les questionnaires qui sont en ligne. C'est juste une copie d'écran pour voir ce que ça donne. En sachant que chaque lieu a aussi les rapports statistiques pour chaque question qui sont traités automatiquement. Donc c'est aussi des outils d'aide à la décision pour eux. Bon, décision toute relative, mais ça leur donne au moins des résultats d'informations auxquelles ils peuvent accéder en toute autonomie, parce que l'important pour nous, c'est de mettre nos adhérents en autonomie d'accéder à l'information, sans avoir à passer par le bureau de la FEDUROC. S'ils ont des demandes particulières de traitement statistique, je reçois toutes les semaines, je les fais. On s'est donné pour indicateur de performance d'essayer d'y répondre au moins dans les 2 jours, ce que j'essaie de faire selon le travail qui est réalisé. En termes de réactivité, l'outil qu'on a mis en place avec les listes de diffusion nous permet très rapidement, quand on a une annonce de gel des budgets du ministère de la Culture, ça peut arriver, voilà, de mettre en place un questionnaire rapide pour que l'ensemble des directeurs puissent y répondre. On a souvent des taux de réponse de 50 à 60% dans les 2 ou 3 jours qui suivent. Donc en termes de réactivité, c'est des outils vraiment très forts, c'est-à-dire que ça permet de très rapidement avoir de l'information. Si on devait passer par du questionnaire papier, etc., ce serait très très long. Donc ces outils sont à disposition des adhérents. Ça nous permet depuis 10 ans maintenant de produire sur ces 100 questionnements qu'on met à jour des données qui sont des données voilà, hein, somme toute classiques sur l'évolution du nombre de permanents, etc. Là je vous ai juste fait une copie d'un... Alors juste pour information, sur le site de la FEDUROC, tous les documents que je produis tous les ans à un doc d'évolution des données, c'est d'un accès public, vous tapez OPP ou observation dans le moteur de recherche. Ça, c'est une trentaine de graphiques que je mets à jour année après année pour voir les données évolutives. Ça nous donne des courbes de tendance. Ici, on a bien sûr une évolution de la répartition des financements publics depuis 2002, année après année, entre notamment les organismes financeurs, les ministères, les régions, les départements, les villes, regroupements communaux et le ministère de la Culture. Bon, ça donne certaines tendances. Hein. On voit quand même la part de plus importante depuis 2002, notamment sur le secteur des scènes de musique actuelles, où on part quand même de 37,2% des budgets. On est aujourd'hui à 56,5%. Jean-François est bien... a de bonnes informations, mais ça permet aussi de les corréler, de les confronter. Mais on a le même type d'informations sur le nombre d'évolutions des permanents, sur les budgets, sur les activités, etc. Voilà, ces documents, aujourd'hui, je ne vous cacherai pas qu'on passe... voilà, ils sont existants parce que ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus. Et qu'on s'est donné les moyens et que notre fédération, à un moment donné, s'est dit, enfin notamment le conseil d'administration et le directeur de l'époque s'est dit, il est hyper important d'avoir quelqu'un en charge de ce travail au bureau de la FEDUROC. On ne va pas engager un stagiaire pour faire ça. Enfin, je vois des trucs complètement hallucinants dans les gens qui m'appellent au bureau, parce qu'on fait aussi aujourd'hui beaucoup d'appui, de conseils sur ce terrain-là, de l'observation. Enfin bon, l'OCIM m'a contacté il y a 2 ans, voilà, c'était aussi sur cette entrée-là. Voilà, pour qu'on puisse échanger de comment nous on avait travaillé, etc. Mais je vois des trucs hallucinants, quoi, avec
avec des gens qui mettent en place des choses, avec des stagiaires qui vont mener des études, qui ne sont pas formés pour le faire. Enfin, c'est comme si demain, j'en sais rien, derrière une console numérique pour diffuser un concert où on a la responsabilité de gestion de 10 kilos de son à une personne qui n'est pas formée pour le faire, quoi. Enfin, c'est complètement hallucinant. Ça demande des techniques, des compétences, une formation. Sans l'oubli, c'est pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure sur les moyens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'observation sans moyens financiers, sans moyens humains, quoi. Il faut des moyens aussi techniques derrière, des outils. Mais ça, souvent, c'est évacué. C'est-à-dire qu'on a l'impression, surtout avec l'informatique aujourd'hui, qu'on appuie sur un bouton. Moi, j'ai constaté ce qui était changé aujourd'hui, notamment dans le cadre des entretiens de Valois sur l'entrée de l'observation. C'est la première fois en 2000... les entretiens ont commencé en 2006, 2007, je ne sais plus. 2006. C'était la première fois en 2006 que la question de l'observation était vraiment au centre des débats au niveau de l'État. La première fois. Donc on a quand même un certain retard par rapport notamment à des expériences au Québec sur la démocratie participative, qui est aussi un grand mot, hein, parce qu'il faut s'en méfier aussi. Je rejoins aussi Jean-François là-dessus. Attention, il y a le discours et derrière comment ça fonctionne, quoi. Parce que qui prend la décision finale? Est-ce qu'elle est vraiment partagée? Qui arbitre? Voilà. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer de manière un peu concentrée comme ça, 10 ans de travaux qu'on a menés. Aujourd'hui, on est sur le développement d'un nouvel outil qui a pris beaucoup de retard, puisque comme il y a 5 ans maintenant, personne n'a voulu s'y mettre non plus, qui était le projet de mettre en place une plateforme qui permettait à différentes organisations de pouvoir travailler dessus et de pouvoir aussi partager les données. Voilà. Pour l'instant, on est un peu en stand-by là-dessus, sur le développement de cet outil, puisqu'aujourd'hui, l'outil qu'on utilise avec Copalis est alimenté par à peu près 140 structures en France. On les met à jour au moins pour notre fédération. On travaille pour d'autres fédérations qui alimentent aussi cet outil. Donc ça fait partie de mon travail, mais voilà, on passe des conventions et puis je suis aussi financé par de l'argent public et j'ai aussi une mission un peu d'intérêt général. Donc voilà, je suis... voilà, c'est mes missions. Mais tout ça pour dire que c'est un travail vraiment lourd et qu'au-delà de tous les outils existants et tout, ce qui est vraiment important derrière, c'est vraiment de penser l'observation comme un vrai projet qui doit être en phase avec un projet global d'organisation. Si ça doit être mis en place à un moment donné, j'en sais rien, hein, concernant l'OCIM, nous concernant nous, ça ne peut pas être déconnecté à un moment donné d'un environnement, quoi. Donc voilà, je voulais juste faire part. J'ai oublié plein de choses, j'aurais encore plein de choses à vous dire. Mais voilà, c'était juste une synthèse un peu rapide comme ça de notre expérience et de ce à quoi on a été confrontés depuis 10 ans, quoi. Voilà. Merci Hyacinthe pour cette intervention très très intéressante qui fait la synthèse, qui reprend beaucoup de choses qu'on a évoquées aujourd'hui. C'est vraiment très intéressant. J'ai une petite question déjà. Pardon. On a posé des questions aujourd'hui de comment rendre compte de la question par rapport à nos missions générales. Alors nous, par exemple, en termes de culture scientifique et technique, c'est une meilleure appropriation des concepts scientifiques, etc. Comment vous avez résolu cette question, vous, par exemple, d'une plus grande connaissance de la musique actuelle? Est-ce que vous avez résolu ce problème heuristique un peu qu'on n'arrive pas à dépasser? Non, pour une manière très simple, c'est que dans ce dispositif, on est sur juste la deuxième phase. Pour moi, il y a trois grandes phases dans mon travail. C'est celle de la première que je vous ai expliqué, hein, sur mettre en place un peu le dispositif lui-même. La deuxième, et donc de le partager et de faire en sorte que les gens soient d'accord pour participer. La deuxième grande phase, c'est l'opérationnalité, c'est de lancer le recueil de l'information. Mais une fois qu'on a recueilli les infos, la troisième grande phase, c'est l'analyse. Et là, l'analyse, elle rejoint la problématique de l'évaluation, parce que l'observation, c'est juste un préalable à l'évaluation. Nous, en aucun cas, on se pose, on n'est pas un observatoire. Moi, je le précise, on s'est juste missionné sur de l'observation. Après, la phase d'analyse, c'est quelque chose qui est très spécifique, sur lequel nous, ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est de développer des partenariats. Des partenariats où on peut échanger, c'est-à-dire des partenariats où à un moment donné, moi je confie, j'ai l'UCAP qui est un regroupement d'universitaires de chercheurs sur Nantes. L'UCAP, c'est l'utilisation du chiffre dans l'action publique qui vient de se monter avec des sociologues, des statisticiens, des psychologues, etc.
de passer un partenariat en disant, voilà, nous, on a une capacité à pouvoir vous renvoyer de l'information, vous cherchez de la data, nous, on peut la voir. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que vous puissiez analyser ces données au regard des compétences que vous avez, c'est-à-dire produire un document et au regard de problématiques qui peuvent être les vôtres, qui peuvent être aussi les nôtres, et voilà qu'on arrive à trouver, à mettre là en synergie des compétences. Mais moi, tout seul au bureau de la Fée du Rock, ne serait-ce que de faire tout ce travail, ça prend tout mon temps. Si en plus derrière je dois pondre des études, et des études on l'a pondu dernièrement, mais on ne peut pas tout faire, quoi. Et donc pour répondre à ta question, sur la problématique de l'analyse est quand même est complexe, parce qu'elle demande effectivement, là c'est un autre temps. C'est d'autres moyens aussi, c'est la production là, de comment ce matériau qu'on a réussi à capter, comment on le valorise, comment on l'utilise, comment il intègre des problématiques après qui sont diverses selon les intérêts des personnes qui participent. Donc nous, on est énormément dans la mise en place et dans la recherche de partenariats. Et aujourd'hui, la plupart des études qu'on met en place, on essaie de les mettre en place avec soit d'autres réseaux professionnels, avec les personnes qui sont intéressées, quoi. Mais je crois que... Il y a une question, Jean. C'est juste un complément. Ce qui est intéressant dans l'action de la Fée du Rock, c'est que pendant qu'il développait cette base de données, c'est développé en fait cette recherche de dialogue avec des partenaires, et donc c'est construit. Ce qui est construit, c'est pour ça que je me permets de parler parce que je participe à cette autre partie. Oui. Sur la concertation nationale, qui était en fait au départ un tour de table informel qui se déroulait au ministère de la Culture, qui a duré 2 ans et demi, et où finalement s'est élaboré quelque chose qui a pu se faire dans une certaine marge de liberté. Pourquoi ? Parce que les musiques actuelles ne rentrent pas dans les codes de la culture, finalement, au sein du ministère. On n'est pas sur une logique d'excellence, a priori, par le regard du ministère, c'est pas le mien, hein, d'accord ? Donc finalement, cette liberté-là qu'avaient les musiques actuelles a été mise à profit pour effectivement mettre autour de la table toutes les collectivités territoriales, toutes les fédérations qui sont sur les musiques actuelles. Ça a donné lieu à une apothéose qui s'est vite éteinte d'ailleurs, qui s'appelle le Conseil supérieur de musique actuelle. Mais surtout, ça a permis de sortir des circulaires de concertation territoriale qui permettent après, sur ces concertations, idéalement, elles devraient pouvoir s'appuyer sur ce travail qui a été fourni de collection de chiffres et d'éléments tangibles, quoi, voilà. Donc on voit bien qu'il y a des actions complémentaires, que la Fée du Rock a été moteur. Et du coup, ça a permis aussi, à partir de ce modèle de co-élaboration de politique publique, finalement, ça a donné la genèse méthodologique des entretiens de Valois. C'est ça qui est assez étonnant, quoi, dans l'affaire. C'est-à-dire que la non-reconnaissance de l'excellence culturelle, finalement, a donné lieu à l'introduction d'un outil méthodologique pour les entretiens de Valois sur le spectacle vivant. Ce qui est un paradoxe assez intéressant, quoi. Voilà. Moi, je voudrais juste rajouter par rapport à ce dont vous parlez, c'est-à-dire la professionnalisation des gens qui mettent en place ces observatoires. Moi, j'ai en charge celui des publics du muséum depuis 15 ans, et notamment sur ceux de la Grande Galerie. Donc, j'abonde dans votre sens sur l'importance de la professionnalisation des gens qui mènent ces études. Et puis, il y a quelque chose que vous n'avez pas évoqué, qui est l'intérêt de mener ces études dans le temps et avec régularité. Personnellement, j'ai, dans les graphiques que vous avez présentés, des trous par manque de moyens pour continuer mes études. Et je peux vous assurer que quand on a 10 ou 15 ans d'études et que pendant 2-3 ans, on ne peut pas les assurer financièrement pour plein de raisons, l'usage de ces études et la politique qu'on peut mettre en place derrière, tout s'écroule. C'est-à-dire que c'est passionnant de voir évoluer son public, comme moi je l'ai vu sur la Grande Galerie, mais du jour au lendemain, si vous ne pouvez plus le faire, vous perdez tout l'intérêt. Et donc une photo à un instant T, c'est passionnant. Pouvoir la reproduire dans le temps, c'est indispensable. La perdre, c'est très très difficile à vivre, parce que du coup, on n'a plus d'outils. Et c'est comme si on n'avait rien fait. Enfin, pas tout à fait, mais c'est très frustrant et on n'est plus armé du tout. Voilà. Donc, ça peut être sur des données de fréquentation, mais ça peut être aussi sur des typologies.
Mais on rebondit sur les histoires de moyens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous les politiques vous diront qu'ils sont tout à fait pour mettre en place des dispositifs pérennes. Mais qui veut dire pérenne, c'est en assurer aussi la pérennité avec tout ce que ça implique. Et on est confronté à cette problématique-là concernant, on est juste sur un sujet de connaissance là. Ça va être connaissance des publics, moi ça va être connaissance des lieux de musique actuels, et c'est vrai qu'effectivement, au regard de ce qui est mis en place aujourd'hui, on a quand même des difficultés. J'ai également dans mes graphiques certains trous existants. Mais je le précise pour des années où j'ai des datas que j'ai récupérées qui pour moi n'étaient pas suffisantes en nombre, je ne les ai pas intégrées dedans, donc j'ai un trou parce que ça ne me semblait pas. Mais je vois très bien de quoi vous voulez parler, oui. C'est un peu compliqué. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a deux termes. On a utilisé le terme d'OPP. Alors, dans les musées, on avait aussi un OPP il y a quelques années, un observatoire permanent des publics. Et ce qui est intéressant, c'est on illustre, je trouve, la palissade, alors là, la porte s'ouvre enfin, entre le spectacle vivant et le patrimoine, quasiment, qui ne se parlent pas beaucoup, où dans les musées, on connaît plein de choses sur nos publics. On analyse, on fait de l'évaluation publique, vous faites de l'observation, d'ailleurs, il y a plein de sémantiques très intéressantes aussi. Mais on ne connaît pas nos lieux. Très étonnamment, je ne sais pas qui en France aujourd'hui peut dire combien d'expositions de culture scientifique sont produites chaque année dans tous les muséums, musées et CCSTI. Alors que vous êtes complètement en mesure de donner aujourd'hui le nombre de concerts qu'il y a eu l'année dernière ou à peu près. Alors, il y a peut-être aussi l'enjeu de la donnée qui est forte dans le spectacle vivant, parce que j'étais moi-même au pôle régional des musiques actuelles de Bourgogne pendant quelques années. D'accord. Ou contrairement alors je ne sais pas si tout le monde connaît un peu le milieu du spectacle, enfin musique et danse, c'est très étonnant. Il y a une multiplication de structures au niveau national entre la Fête du Rock qui fait avec les acteurs. On a l'IRMA qui fédère aussi les acteurs en partie les mêmes et en partie d'autres. Qui est plus sur la ressource et l'information. Qui est plus sur la ressource et qui apporte aussi des éléments complémentaires. Et on a aussi tout un réseau administratif au niveau départemental et régional, ce que tu as appelé rapidement les agences, qui, elles, ont mis en place un observatoire Infoculture, non, je ne sais plus comment il s'appelle, avec la Cité de la musique. Oui, il y a différentes. Ça dépend des projets aussi, quoi. C'est le réseau Infoculture, quelque chose comme ça. Où on a aussi énormément de données sur l'ensemble des structures musicales et chorégraphiques de France. Ouais, au niveau des lieux. Après, il y a aussi un réseau des agences régionales, ce qu'on appelle les agences régionales, qu'on a en région, qui sont souvent sous des établissements publics qui sont régionaux, donc financés par la région. Il n'y en a pas dans toutes les régions. Je ne sais pas s'il y en a dans toutes les régions de France. Bon, celle qui travaille historiquement, il y a notamment Arcade PACA qui travaille sur l'observation depuis très longtemps. Je sais que méthodologiquement, philosophiquement, on n'est pas du tout dans le même fonctionnement, puisque ils sont. Nous, on a quand même un avantage, comme on est dans une organisation professionnelle. Et si on connaît bien nos lieux, c'est parce que justement, on est une organisation professionnelle. Ce manque de connaissance que vous avez de vos lieux, c'est parce que vous n'êtes peut-être pas fédéré dans une organisation où vous vous retrouvez. Oui, c'est un peu la question. Et après, sur les publics, vous connaissez vos publics, parce que la connaissance des publics, c'est pas foncièrement vous qui vous posez cette question. Ça a été une priorité sous l'impulsion à un moment donné aussi de tutelle et qui vous incite à connaître aussi vos publics. Est-ce que, en termes d'ordre de priorité, si demain on fait table rase là de toutes les études ou tous les chantiers que vous avez fait sur l'entrée musée depuis longtemps, et que vous, en tant que professionnel, vous vous réunissez pour définir les priorités que vous voulez mettre sur la connaissance de ce que vous faites, je ne sais pas si la connaissance des publics va être la priorité. Non, mais c'est un exemple que je prends, tu vois. Moi, je pense que oui, parce qu'il y a quand même eu un mouvement de fond, notamment qui vient du Québec, sur la place du public dans le projet culturel scientifique des musées. Mais la question que je voulais poser, c'est quelle est entre l'œuf ou la poule, entre l'efficacité de l'outil et l'efficacité du réseau? Est-ce que l'outil est efficace parce que les acteurs sont très concernés par les enjeux, ou est-ce que l'outil a permis d'engager les acteurs entre eux? Ta question est intéressante, parce que c'est justement le truc, c'est que le principe même, c'était de créer une dynamique, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un réseau. Un réseau, ça ne fonctionne pas de manière unilatérale. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit bilatéral. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des informations descendantes, enfin, qui aillent vers le terrain, des informations qui remontent et qu'il y ait un jeu de mouvement comme ça. Donc, autant
pour répondre à ta question, le fait qu'on ait mis ce travail depuis 10 ans fait qu'aujourd'hui, lorsque les lieux de notre fédération font annuellement leur bilan d'activité, mais toutes les DRAC de France le disent, entre guillemets, je dis pas, voilà, c'est pas l'excellence, mais moi je vois les bilans d'activité, la plupart des DRAC nous le disent sous couvert, mais jamais ils ont des bilans d'activité d'équipements culturels voilà, sur leur territoire de cette qualité-là. Parce que, étant donné que nous, depuis 10 ans, on a une batterie d'indicateurs qu'on les oblige à remplir, ils sont obligés de les produire pour eux. Donc, quitte à les produire pour eux, ils les utilisent dans leur bilan après. Donc aujourd'hui, effectivement, ils ont des informations sur la tarification, l'évolution de des tarifs adhérents, des tarifs réduits, des locations, du nombre de groupes qui programment, le nombre de personnes qui passent dans les studios de répétition. Ils ne le faisaient pas, ça. Donc, pour répondre à la question, ça a une incidence dans ce sens-là. Et de l'autre côté, ils se sont, je crois, investis dans ce dispositif parce que je pense qu'ils croient aussi dans la force du collectif et ils ont envie d'y mettre quelque chose. Même si après, tous avec des degrés, voilà, il y a des gens qui ne participent pas, comme dans tous les réseaux et tout ça. Il y en a qui participent extrêmement, enfin, qui participent beaucoup et d'autres moyennement, quoi. Donc c'est assez variable. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est un peu, il y a une dynamique, quoi, comme ça, en espérant qu'elle ne leur tombe pas, quoi. Donc toi, tu dirais qu'en fait, est-ce que c'est la qualité des rapports d'activité qui, est là, ou vous avez réussi sur notre question des indicateurs, qui est l'objet d'aujourd'hui, à faire passer un peu quelques types d'analyses, quelques types d'évaluations auprès de vos interlocuteurs, justement? Oui, parce que nous, sur la fréquentation, c'est clair, on voit pourquoi aujourd'hui demander, alors que ce soit après les collectivités locales ou le ministère, parce que certaines municipalités mettent aussi la pression sur les lieux pour qu'ils remplissent leurs salles. Alors d'un côté, on a effectivement un projet artistique culturel avec des objectifs, des conventions d'objectifs signées, ou concernant la programmation artistique, par exemple. Voilà, on a une obligation, le projet développe aussi de l'émergence, de la découverte. Donc qui dit émergence et découverte, effectivement, on va pas remplir une salle avec un groupe qui va être une musique un peu de niche ou qui est pas très connue. Donc voilà, on prend un risque. Effectivement, quand on fait un artiste connu, on remplit une salle. Voilà. Donc, alors il y a ça c'est le projet artistique et culturel, donc défendent aussi les lieux, d'avoir une espèce d'autonomie derrière, mais effectivement derrière on a une demande d'obligation, malgré cette liberté qu'il aurait reconnue, de pouvoir programmer aussi des groupes qui ne vont pas remplir la salle. Enfin voilà, il y a plein de groupes comme ça en France aujourd'hui. Des groupes comme Mickey 3D, il a commencé sur le réseau Fait du Rock, voilà, il a fait du café-concert même avant. Enfin, on ne parle pas non plus de maillage, parce qu'il y a aussi toute une part aussi d'équipements qui disparaissent ou de complémentarité à nos lieux qui disparaissent. Mais sur ces entrées-là, on sent quand même qu'il y a une pression quand même sur... Ouais, en gros, vous avez la liberté de ne pas remplir votre salle, mais ce serait bien quand même de la remplir. Donc les lieux, je sais, en termes de projet, se battent vachement là-dessus, quoi. Enfin, Et tu disais que les lieux utilisent l'outil pour alimenter leur bilan d'activité. Et dans quelle mesure est-ce qu'ils l'utilisent aussi, ils se l'approprient jusqu'à en faire un argument politique pour défendre des projets qui montent ? De l'argumentaire, ils en ont rapidement. Moi, quand toutes les semaines, j'ai des demandes, donc voilà, avec de structures qui me demandent parce qu'ils ont eu réunion avec la ville et puis qu'à un moment donné, la municipalité leur dit. Alors, soit après par mes connaissances, que sur la question qui était renvoyée à Jean-François tout à l'heure, on a, les élus, c'est aussi les élus. Moi, autant en analyse, je peux sur certains champs, je suis bon. Sur la compta, je suis minable. C'est-à-dire que moi, la compta, je préfère la laisser à quelqu'un d'autre pour l'analyser. Et donc, un élu, peut-être que nous, on s'en rend compte, sur le secteur des musiques actuelles, les élus n'ont pas toujours la connaissance du fonctionnement de ce secteur, de ce qu'il développe. Et donc, je suis désolé, j'ai oublié le fil de ta question en parlant. Mais on va passer, ouais. Ouais, puis après, il faut que j'y aille, moi. C'est-à-dire que pour les élus, moi je parlerai un peu de Tamanoir, conservatoire, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux lieux qui, dirais-je, réunissent des publics divers, c'est le conservatoire et la SMAC, quand on a la chance d'avoir les deux sur le territoire.
Ce qu'on s'aperçoit assez vite en tant qu'élu, si on gratte un petit peu ces dossiers, si on s'investit un tout petit peu sur ces mandats, c'est qu'on s'aperçoit que les mécanismes d'attrait des publics sur ces équipements sont totalement différents. Donc finalement, il y a des formes de réponse qui s'imposent assez rapidement et qui fait que la distinction des équipements reste essentielle. Bon, tout à l'heure, je voulais faire une allusion, mais ce qu'on voit aujourd'hui sur les pressions qui sont mises sur les programmations et ce genre de choses, tout ça est lié aussi à des notions de filière. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez toute une partie des professionnels du spectacle vivant, et en particulier de ce qui touche la variété, la chanson, qui se disent professionnels, patentés, etc., et qui nient tout le travail en fait par les réseaux de scènes de musique actuelles, parce qu'ils sont considérés comme non professionnels. Donc il y a un côté d'un rapport comme ça, d'un système qui serait non marchand et d'un système qui serait marchand. Et donc il y a quelque chose de malsain qui s'est installé depuis pas mal d'années là-dessus et qui rend au sein de la filière ce qui devrait être une filière en fait et qui n'en est pas une. C'est un peu la différence, j'emploie souvent cet exemple, entre le chercheur d'or et l'exploitant aurifère. Hein. On est vraiment dans cette problématique-là. Et les musiques actuelles, par cette non-reconnaissance de l'excellence, est finalement un peu pénalisées. Mais d'un autre côté, ça lui accorde aussi une liberté qui lui permet d'avoir plein d'initiatives. Et ça aussi, je reviens là-dessus parce que c'est vraiment ambivalent, quoi, me semble-t-il. Et c'est assez symptomatique. Donc à la fois, on retrouve les problèmes critiques liés aux établissements, au fonctionnement des filières des industries culturelles, livres, musique, film. Autant on retrouve ça se concrétise pas de la même manière, mais on a des phénomènes de concentration aussi, ce qu'on retrouve. Les problèmes de programmation sont posés, et tout ça, en fait, on est devant un enjeu de cohabitation de systèmes économiques différents. Voilà. Et ça, je crois qu'il va falloir mettre sur la table un de ces quatre, il serait grand temps d'y passer. Ok, merci beaucoup. On va devoir arrêter maintenant. Merci beaucoup Hyacinthe pour cette expérience, ce témoignage d'une expérience qui pour nous décoiffe un peu dans le champ de la culture scientifique et technique. On a beaucoup de choses encore à poursuivre de notre côté. L'Observatoire avait déjà lancé, donc, comme je vous l'ai indiqué au moment des rencontres, un premier état des lieux, un premier questionnement autour de ces problématiques-là. Là, on a fait plus un focus sur les structures et comment elles rendent des comptes. Voilà, là il y a un chantier un peu méthodologique encore plus fin qui s'impose, voilà. Donc on vous donne rendez-vous, je ne sais pas encore sous quelle forme, mais je pense qu'il y aura des réunions de travail un peu autour de ces questions-là, de fabrication de ces données, de ces indicateurs-là. Je remercie l'ensemble des intervenants pour vraiment cette journée qui était très très intéressante. Je remercie l'ensemble des participants qui ont contribué au débat, aux échanges de cette journée. Voilà. Et je remercie également toute l'équipe de l'OSIM qui a contribué au bon fonctionnement de cette journée, et tout particulièrement Eva Maczek qui nous a fait confiance en nous confiant cette journée d'information à monter, et puis Jean-Louis Lacroix qui a monté avec moi cette journée. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.